copains, comment ça va bien? Alors, nous sommes le mercredi 12 février. Et dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Ou la Saint-Va-t'en loin, selon si t'es en couple ou si t'es célibataire. Alors, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur ce sujet-là. Parce que, bon, voilà, quoi. Moi, perso, je suis toujours célibataire. Et heureuse d'être célibataire. Hein, parce que, bon, voilà, quoi, quand même, faut le dire. Parce qu'on est quand même relativement, surtout à mon âge, à moi, stigmatisé les célibes. Hein. Comme quoi, on a un problème, forcément. Donc, du coup, je voulais faire une espèce de parallèle en 10 points sur voilà, la situation de célibataire et la situation de personnes en couple. Hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, que je sois en couple ou que je sois célibataire, j'ai jamais trop fêté la Saint-Valentin parce que quand même pour moi c'est quelque chose de commercial avant tout, tu vois, parce que bon, j'estime que si tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, Saint-Valentin c'est un peu tous les jours, quoi, tu vois. Voilà. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de couples dans ma vie et de mon expérience à moi, encore une fois, je suis toujours d'accord avec ce que je disais l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bon chemin dans notre configuration, on va dire, du couple en Occident, et puis même pas que en Occident, un peu partout au sein de l'humanité, je dirais, tu vois. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, en intro de ce que je vois, ça va pas vous faire plaisir à ce que je vais dire, surtout à 2 jours de la Saint-Valentin, mais malheureusement, je vois plus de couples qui se prennent la tête que de couples qui sont heureux. Alors, il y en a, attention, il y en a, mais au prorata, moi, je vois plus de prise de tête dans les couples que de manifestations de bonheur absolu, quoi, tu vois, donc voilà. Mais à mon avis, c'est pas parce qu'il ne faut pas être en couple, non, c'est pas pour ça. C'est parce que je pense que le schéma qu'on a voulu nous imposer de ce qu'est un couple traditionnel, on va dire, enfin de base, un couple traditionnel, c'est pas bon. Je pense que voilà, c'est pas bon et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec nous-mêmes avant de pouvoir être en couple et de manière heureuse et surtout sur la durée. C'est ça le truc, tu vois. Voilà, donc du coup, on va aborder ça en 10 points qui n'engagent encore une fois que moi, Bambou. Voilà, chacun il peut avoir l'opinion qu'il veut par rapport à sa situation, par rapport à son honnêteté aussi, parce que bon, il y en a plein qui vont aussi prôner autre chose, mais de manière, je pense, pas tout à fait honnête. Ah ouais, je sais, je tape là où ça fait mal, mais c'est la vérité. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont heureux en couple, il y en a qui se font croire qu'ils sont heureux en couple, tout simplement parce qu'ils ont peur de la solitude aussi, tu vois. Je pense qu'il y en a énormément comme ça. Ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de s'affronter eux-mêmes, ils ont peur d'être seuls, ils ont l'impression que cette espèce d'impression de vide, de la solitude, je veux dire, moi je suis pour passer outre. Je suis pour... c'est pas facile, hein. Ça s'apparente à une espèce, comme on appelle ça, une nuit noire de l'âme. Mais le fait de se mettre face à soi-même dans la solitude, c'est pas quelque chose de facile. Mais selon moi, quelque chose de nécessaire. Et je pense que quand... alors, je te dirais ça si un jour je rencontre quelqu'un, hein, tu vois. Mais je le pense aujourd'hui, je pense que... Voilà. Je te donnerai ma conclusion à la fin. On va commencer par le premier point. Alors, célibataire vs couple, d'accord? Voilà, donc je vais à chaque fois commencer par le célibat et ensuite je donnerai le point pour le couple. Alors, le point numéro 1, selon moi, quand tu es célibataire, c'est que tu es libre. Connement, quoi, tu vois, mais tu es libre un peu à tous les niveaux. Tu es libre de ton emploi du temps, tu es libre de ta façon de voir les choses, d'organiser ta vie, de tes choix, de comment tu organises ta journée, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, des gens que tu vas voir ou pas voir, des endroits où tu vas aller ou pas aller. Voilà, tu es libre tout seul de décider
de ta vie, en fait. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, quand tu es en couple, eh ben, je ne dis pas que tu n'es pas libre. Parce que tu as des gens qui sont assez relativement ouverts d'esprit pour que même en couple, laisse une certaine liberté de penser, d'agir à l'autre. Mais, il y a quand même des compromis à faire. Voilà. Donc, en fait, tu n'es pas seul décisionnaire voilà, de ta vie. Donc, c'est une liberté qui est, selon les relations entre l'homme et la femme, entre les deux protagonistes, je ne vais pas dire l'homme et la femme, parce qu'on va me dire encore un peu traité d'homophobe, mais entre les deux membres du couple, c'est selon les rapports que vous avez l'un avec l'autre qui va déterminer le degré de liberté ou pas. Alors, ça peut être très restrictif et ça peut être très, très libéré dans tous les sens du terme. Mais ça, je pense pas non plus que ce soit une bonne chose. Hein. Les couples libres, comment on appelle maintenant, c'est-à-dire qui sont libres d'aller à droite, à gauche, voire ailleurs et je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pareil. Pendant un moment, moi aussi, hein, j'ai cru que c'était une solution bien. Mais je pense pas. Enfin, voilà, aujourd'hui. Hein. Voilà, donc en fait, le point numéro 1, c'est ça. C'est quand tu es seul, célibataire comme moi, c'est-à-dire que je fais absolument tout ce que je veux de ma vie, de mes choix, de mes orientations de vie, de mes buts, de mes projets, voilà. Alors que quand tu es deux, tu es deux à prendre des décisions. Donc forcément, il y a un moment donné où il faut faire des compromis. Voilà. Donc on en vient au point numéro 2, qui ramène, qui est un complément du point numéro 1, mais que je viens de te dire. Tu es quand même, si tu es célibataire, tu es quand même seul décisionnaire de tout dans ta vie. Tu vois, si tu n'as pas envie de te lever de la journée, tu n'as pas l'autre qui va te dire ah mais qu'est-ce que tu fais, espèce de feignasse, tu es encore au lit, tu vois. Non, tu t'en fous, personne ne te dit rien, tu fais ce que tu veux, tu vois. Voilà, si dès le matin, tu t'es dit ah bah tiens, j'ai préparé un plat de pâtes, je vais manger des pâtes, mais qu'arrivé à midi, tu n'as pas envie de pâtes, tu as envie de manger du riz, bah tu manges du riz. Tu n'as rien promis à personne, tu vois. Donc, point numéro 2, je dirais que tu es seul décisionnaire de absolument tout ce qui se passe. Et je trouve que déjà, on a assez d'obligations sociétales, gouvernementales et compagnie, pour ne pas être en plus obligé de faire des compromis et d'aider avec quelqu'un, quoi. Tu vois, surtout quand selon moi, tu te connais pas assez pour savoir ce que tu veux. On en reviendra à ça plus tard. Donc, et le point numéro 2, pour les couples, c'est que forcément, une décision, toutes les décisions, si tu es quand même conscient, se prennent à deux. Alors pour ça, il faut être sacrément complémentaire. Il faut se connaître bien, il faut connaître bien l'autre aussi, tu vois. Voilà. Le point numéro 3, c'est justement par rapport à ça, par rapport au compromis que tu n'es pas obligé de faire quand tu es célibataire. Moi, je veux dire, je fais des compromis avec personne pour savoir ce que je vais manger, où je vais aller en vacances, ou comment je vais m'habiller, tu vois. Parce que tu as certaines de mes copines, quand elles ouvrent leurs armoires le matin et qu'elles sont en couple, si elles décident de mettre telle petite robe ou mini-jupe ou la petite robe noire qui va bien, qu'elles ont envie de mettre, peut-être que le mari va dire « Ah non, mais moi, j'ai pas envie que tu mettes ça ». Et encore une fois, selon le degré de liberté qui règne entre les couples, ça peut être compliqué. Moi, je me lève le matin, j'ouvre mon armoire, je mets absolument ce que je veux, tu vois. Et je dis pour les femmes, mais pour les hommes, c'est pareil. Je veux dire, le type, il a envie d'aller faire l'apéro avec ses potes, à regarder un match de foot ou j'en sais rien quoi. C'est cliché ce que je dis, hein. Mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de cas comme ça dans la vie. Et il est quand même obligé de demander à sa meuf, oh chérie, ça te dérange pas trop, je te promets, je vais pas rentrer tard, et faire des compromis. Alors que s'il est seul, le man, il y va, il rentre à l'heure qu'il veut, s'il boit les bières qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et si après il a envie d'aller en un concert ou en boîte après le match, il y va, il n'est pas obligé de rendre des comptes, tu vois. Donc il ne fait pas de compromis sur ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Et puis même dans les choses un peu plus sérieuses, je veux dire, quelqu'un qui est comme moi, passionné de musique et qui a envie de vraiment d'en faire son boulot,
ben, il n'a pas rendu compte, quoi, tu vois, même si l'autre, si tu es en couple, l'autre, il peut penser que, ouais, non, mais bon, ça, c'est pas un métier, c'est pas avec ça que tu vas bouffer, nani nanère, comme 80% des gens pensent, tu vois. Et tu es obligé de faire avec un compromis par rapport à ce que la personne en pense de tes décisions de carrière, tu vois, aussi. Donc ça, c'était le point numéro 3. Tu es quand même obligé, en fait, de composer tout le temps avec ta moitié, j'allais dire, mais c'est ça, en fait. Parce que c'est souvent ça dans les couples. Ils se considèrent comme pas complet, quoi. Mais ça, genre, je te dis, genre, on en reviendra à la fin de la vidéo. Quatrièmement, bah, c'est toujours un peu la même chose, hein, finalement. J'ai mis 10 points, mais c'est des points qui se rejoignent tellement que là, si tu veux, c'est un seul point global, mais que je détaille, quoi. Bah, ton emploi du temps, tu vois. Si par exemple, voilà, tu as un emploi du temps qui est établi avec ton mari ou ton conjoint et que tu lui dis dès le matin, bon ben chérie, on va faire ça, à telle heure on va aller faire les courses, machin, nanana, ça veut dire que même, enfin ça veut dire que quand tu fais les choses à deux, t'impliques l'emploi du temps de l'autre, forcément, tu vois. Donc l'autre il te dit ok, bah, je vais faire les courses avec toi, donc ça veut dire que entre 14 et 15 heures, je vais me libérer pour aller faire les courses avec toi. Donc en fait, comment dire, il modifie son emploi du temps pour que vous ayez des horaires compatibles et que vous fassiez des choses ensemble. Le truc, c'est que si à un moment donné, bah, tu n'as plus envie d'aller faire les courses à 14 h et que tu as envie d'aller les faire à 18 h, merde. Il a bloqué son emploi du temps de 14 à 15. Tu fais comment? Voilà. Donc, en fait, tu gères pas ton emploi du temps pareil quand tu es seul. Parce que moi, il y a des fois, il y a plein de fois, hein, moi qui suis célib, que je me dis, bon, allez, c'est bon. Parce que moi, c'est ma hantise. Ma hantise à moi, c'est d'aller faire les courses dans les supermarchés, tu vois. Bon, demain, j'y vais parce que j'ai plus rien dans le frigo, c'est why. Tu vois, il va falloir vraiment que j'y aille, voilà. Et que bah, le lendemain, je préfère prendre ma guitare et apprendre quelques accords. Et bah, j'ai plus envie d'aller au magasin, j'y vais pas. Alors que si ton mari t'a dit putain, faut absolument que tu y ailles demain là parce qu'il n'y a plus de céréales, comment je fais pour mon petit-déj avant d'aller travailler, nanana. Donc demain, il faut aller faire les courses. Et ben, même si t'as pas envie, t'y vas. Voilà. Donc, tu es obligé de gérer, en quatrième position, donc tu es obligé de gérer, quand tu es en couple, ton emploi du temps en fonction de l'autre. Alors là, attention, je te parle de couples qui vivent ensemble, hein, parce qu'après, tu as encore la configuration, on en parlera plus tard. D'ailleurs, j'ai pas préparé cette configuration-là, mais bon, je pense que c'est un compromis qui est pas mal, voilà. Mais on en parle à la fin des 10 points. Alors ensuite, la cinquième position. Alors là, c'est là où la vapeur va un petit peu s'inverser, j'allais dire, entre le célibat et celui qui est en couple. C'est au sujet de la solitude. Elle n'est pas facile. Ouais. J'avoue, hein, j'avoue que parfois, la solitude, elle n'est pas facile. Et c'est là où moi, personnellement, en tant que célibataire, je fais jouer ma spiritualité. Quand j'ai le blues de l'être humain tout seul, là, tu sais. Le blues du célibat. Parce qu'on nous a tellement dit que c'était pas normal. Je fais jouer la spiritualité et les vraies bonnes raisons pour lesquelles j'ai choisi le célibat. Mais ça, je t'en parlerai à la fin. Et bien évidemment, eh ben, ce numéro 5 chez les couples, t'as pas la solitude. Tu as toujours quelqu'un avec toi, avec qui discuter, avec qui partager ton repas, avec qui partager tes nuits, avec qui partager tes lobbies, voilà, tu vois, donc dans l'absolu, ça peut, dans un premier temps, paraître beaucoup mieux d'être en couple par rapport à ce point-là précis de la solitude. Voilà. Petit café quand même. On en arrive au 6e point. Alors, côté célibataire. Non, on va changer. Tiens, on va commencer un peu parce qu'après, on va dire que je suis pas juste. Côté couple, alors.
au niveau de, pour ce numéro 6, donc au niveau de ta personnalité, tu es quand même obligé d'être, en tout cas de faire l'effort d'être tout le temps plus ou moins en harmonie avec ton partenaire. Tu vois, d'être plus ou moins fidèle à la personne que tu lui as présentée au moment de la rencontre. Plus ou moins d'être plus ou moins conforme à qui tu étais au moment de la rencontre. Or, moi j'estime qu'on a le droit quand même de changer d'avis, d'évoluer. Je pense que la vie terrestre est faite pour évoluer. Et selon moi, tu n'es pas forcément tout à fait la même personne 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Tu vois. Mais tu essayes d'être quand même un minimum en harmonie avec l'autre. Tu vois. Donc là aussi, c'est quand même quelque part une histoire de compromis. Mais là, c'est des compromis sur ta façon d'être. Sur tes idées. Sur tout ce qui englobe ta personnalité, en gros, tu vois. Le numéro 6 du célibataire, eh ben, tu peux être toi-même. Tout le temps, en toutes circonstances. Tu n'as à t'harmoniser qu'avec toi-même. Alors là, par contre, oui, effectivement, tu peux aussi être en conflit avec toi-même. Tu vois, ça, c'est tout à fait plausible dans le sens où tu peux avoir à un certain moment certaines idées et revenir sur ces idées-là parce que tu as d'autres éléments qui se sont greffés ou tu as plus d'éléments qui font en sorte que ça peut te faire changer d'avis par rapport à ce que toi tu pensais il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais c'est toi avec toi-même. Donc à partir du moment où tu es toi-même, il faut juste que tu restes conscient que tu as fait de ton mieux par rapport au moment où tu pensais les choses et par rapport aux éléments que tu avais à ce moment-là. Tu vois. Voilà. Donc je pense que le numéro 6, célibataire, a plus de facilité à être soi-même en toutes circonstances et en tout lieu que le numéro 6 en couple. Le numéro 7, alors là c'est pareil, je pense qu'on va inverser un petit peu la vapeur parce qu'on va aborder un sujet, voilà. Alors le numéro 7 en couple, eh ben ouais, il a une vie sexuelle. Ah, vous l'attendiez, le nerf de la guerre. Le numéro 7 en couple a une vie sexuelle qui est censée être épanouie, qui est censée être heureuse, qui est censée être agréable, voilà, tout ça. Alors que le célibataire, bah, il n'en a pas. Ou alors il a des aventures à droite à gauche, mais c'est pas vraiment des choses qui te remplissent émotionnellement parlant, dans le sens où si c'est du sexe, pour du sexe, moi personnellement je ne pratique pas ça, je ne veux pas le pratiquer, donc voilà. Mais je pense pas que ce soit, même si toi tu décides de le faire, ça te regarde, mais moi, pour moi c'est pas gratifiant, enfin je veux dire, je vois pas trop l'intérêt, hein, tu vois, même limite le plaisir sexuel juste pour le sexe, je vois pas trop l'intérêt. Alors, j'envie pas les couples par rapport à ce sujet de la sexualité parce que j'ai rarement vu des couples super épanouis sexuellement sur la durée, je parle. Je parle pas du moment de la rencontre et les 6 premiers mois où c'est tout feu, tout flamme et tout ça. Non, je parle pas de ça. Je te parle sur la durée. Pourquoi? Parce que selon moi, la sexualité est pervertie dans nos sociétés depuis très longtemps, via les médias, via les idées reçues, via la vision de la femme, via les pubs, via plein de trucs en fait, via la pornographie, voilà, les films quoi. Pour moi c'est perverti et c'est quelque chose qui moi personnellement ne me convient pas et que je m'aperçois quand même que y a beaucoup de gens, en l'occurrence des femmes, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus souvent les femmes que les hommes,
même si ça peut arriver, hein, mais bon, voilà, je parle quand même de généralité. Qu'elles le disent ou qu'elles le cachent, parce que là aussi, il y a une énorme hypocrisie, subissent quand même pas mal de relations pour appliquer leur devoir conjugal. Voilà. Pour éviter la rupture. Et ça, pour moi, c'est carrément hors de question. Je dis pas que je l'ai pas fait, comme tout le monde. Hein. Mais je pense que tu peux pas, via ces espèces de compromis sexuels que j'appelle, trouver une sexualité épanouie. La seule, pour moi, configuration pour trouver une sexualité épanouie, c'est la sexualité divine. Et ça, l'être humain est loin d'être prêt, je pense. Parce qu'il y a plus de perversité ou perversion, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, dans notre sexualité aujourd'hui, que de fusion d'âme et des corps, tu vois. Mais bon, ça, la sexualité sacrée, j'ai promis qu'un jour j'en ferai une vidéo, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais voilà, j'ai une idée très très précise sur ce qu'est pour moi une sexualité épanouissante des deux côtés. Hein. Parce que bien évidemment, il y a quand même pas mal de mecs qui ont des sexualités épanouies. Hein, surtout si la femme fait beaucoup de compromis, n'est-ce pas? Vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Donc voilà, ça c'était pour le 7e point qui est le sexe. Mais je te dis, on le développera dans une vidéo que je vais appeler la sexualité sacrée, parce que j'avais écrit beaucoup là-dessus, passé un moment. Le numéro 8, eh ben, tu as l'obligation, enfin l'obligation entre guillemets, hein, quand tu es en couple, de tenir plus ou moins, d'être plus ou moins fidèle à des projets, à des espèces de contrats que tu as fait avec ton partenaire de vie, de projet, voilà, d'aller jusqu'au bout en fait, tu vois. Et ça me paraît quand même relativement difficile de casser un contrat en cours de route. Si par exemple tu as le projet, je sais pas, moi je vais te donner un exemple, avec ton conjoint ou ton mari, bon bah là on va travailler pour s'acheter une maison. Travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour mettre de côté de l'argent, pour voilà. Et puis tu payes le crédit de cette maison, ou alors tu mets de côté pour acheter la maison. Mais si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas, tu t'aperçois qu'en fait finalement, bah, vu l'inflation, je sais pas quoi, les difficultés immobilières, dans le milieu de l'immobilier, enfin pour plein de raisons. D'un seul coup tu te dis la vie est courte, j'ai envie de voyager plutôt que de mettre des thunes dans une baraque, que si ça se trouve j'en profiterai pas à la retraite, ou j'en sais rien, t'as plein de trucs qui peuvent te passer par la tête. Le changement d'avis est compliqué, puisque tu t'es engagé avec l'autre. Pour peu que l'autre il n'ait pas changé d'avis, bah, tu te retrouves devant encore un problème, et encore malheureusement une source de conflit dans le couple, quoi, tu vois. Et c'est pour plein de sujets comme ça aussi, tu vois. Ah ben on avait dit qu'on ferait la cuisine en marbre. Ah ben non, mais moi je préfère qu'elle soit en bois. Et nani, et nana, et nani, et nana. Voilà, donc tous les projets faits avec quelqu'un d'autre, tu es quand même un petit peu obligé de les tenir, quoi, tu vois. Et c'est pas une question de manque de parole ou de quoi que ce soit, c'est une question que tu es un être humain et que tu as le droit de changer d'avis. Voilà. Du coup, ben, quand tu es célib, si tu t'es dit pendant des années, ah vas-y, je mets des thunes de côté, que tu arrives à te foutre, je sais pas, moi je dirais une connerie, 5000 balles par an de côté, et ben au bout d'1 an, admettons, tu as 10 000 balles, finalement tu te dis, non mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à acheter une baraque, ça va être des emmerdes en plus, je vais payer des impôts, je vais, enfin voilà, genre tout un tas d'obligations qui me font chier. Après tout, voilà, moi, mes potes, ils s'éclatent, ils voyagent, j'ai envie de faire pareil, voilà, ben, tu décides, tu fais. Tu as des comptes à rendre à personne, encore une fois, tu vois. Le numéro 9, alors, le numéro 9, en général, quand tu es en couple,
souvent quand tu te rencontres jeune en plus, ou quand tu n'as pas vraiment compris qui tu étais et que tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu te mets direct en couple, tu te considères, et puis ça c'est tellement vrai que c'est devenu une, comment on appelle ça, une expression, tu te considères comme la moitié de l'autre. Ah, j'ai rencontré ma moitié. J'ai besoin de café pour ça parce que ça m'a toujours flingué ce truc. J'ai rencontré ma moitié. À quel moment t'es une moitié? Pourquoi t'es pas complet? Et c'est là où on va s'approcher de la fin de la vidéo et de ma vision des choses. Et tu vas comprendre pourquoi tout ce discours-là. Il n'y a pas d'histoire de moitié. Enfin, je veux dire, quand tu es en couple, tu te considères comme la moitié de l'autre. Et c'est le couple en général, et même aux yeux de la société, pas que dans votre microcosme là. Aux yeux de la société, c'est le couple un tel, le couple un tel. C'est... alors, je vais pas te donner le nom de mes potes, mais je vais te donner le nom de la limite de célébrité. C'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Bah, c'est les Brangelina. Tu vois ce que je veux te dire? À l'époque, Puff Daddy et Jennifer Lopez. Donc voilà, c'était le couple Didi Lopez, tu vois. Et en fait, on essaye. La Beyoncé, là, enfin, je te parle de tous ces gens que je supporte pas en plus. Mais bon, c'est eux qui me viennent là, parce que voilà, pareil, toutes ces histoires de fraude, enfin de saloperie. Mais la Beyoncé avec Jay-Z, tu vois, ils ont même fait des clips ensemble et tout ça, machin. C'est une entité à part entière de deux personnes. Mais c'est deux personnes qui font une seule entité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux moitiés qui font un seul. Non. Non, 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 non. Moi, pour moi, c'est pas... Voilà. Alors que le numéro... Ça, c'est le numéro 9 des couples. Hein. Voilà. Alors, numéro 9, un couple, il se sent la moitié de quelqu'un d'autre. Le numéro 9, quand tu es célibataire, tu es tout seul. Donc, tu peux pas être la moitié de quelque chose, tu es entier. Voilà. C'est... Voilà. Qu'est-ce que je te dise de plus? C'est... Voilà. Tu es une personne à part entière, comme on dit. C'est encore une... Et tu vois, encore une expression. Je suis une personne à part entière. Et quand tu es en couple, tu dis, je cherche ma moitié. Ça te... Tu vois, je veux envie de revenir ou pas? Ça me fait tellement. Voilà. Donc, le numéro 10. On inverse, ça va pas encore une fois. Alors, le numéro 10, quand tu es en couple, aux yeux de la société, mettez la chose parfaite. Un couple, dans la société, t'as tout réussi dans ta vie. Ah ben, t'as trouvé ta moitié, justement. Ah oh, putain, t'as trouvé ton mec. Oh putain, t'as trouvé ta nana. Putain, la chance. Aux yeux de la société, t'es normal. Parce que t'es en couple. Parce que c'est le but de la vie, en fait, de rencontrer quelqu'un et de se mettre... je veux dire, c'est des idées reçues, ça. Hein, depuis tellement longtemps que c'est devenu indiscutable. C'est devenu tellement indiscutable que, à l'inverse, l'autre qui est célibataire, surtout à mon âge, eh ben, c'est le point numéro 10 aussi, on est stigmatisé. Alors, on est stigmatisé quoi? On est stigmatisé malheureux. On est stigmatisé, genre on est insupportable, on ne trouve pas quelqu'un parce qu'on est invivable. On est stigmatisé, on est trop vieux, trop moche, alors on ne plaît à personne. On est stigmatisé malheureux parce qu'on est seul. Enfin voilà, en tout cas, personne ne nous envie. Ça, c'est clair et net. Dans la société, les célibataires ne sont pas enviés du tout. Et c'est devenu une tare. À tel point qu'ils ont fait quoi, t'as vu? Ils ont inventé des sites de rencontres. Je te jure. Ils ont inventé des bars à date. Si. Des... Comment ça s'appelle? Merde. Les speed dating. Tu sais que tu as rendez-vous avec un gars, tu as 5 minutes.
montre en main, à table là pour te connaître et savoir si tu vas aller plus loin. Non, mais les gars, quoi. Les gars, où on va? Alors, je dis pas que tu peux pas rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Moi-même, j'avais rencontré un de mes ex sur les réseaux. C'est pas ça le problème. Mais c'est pour te montrer à quel point les célibataires sont mal vus. On est putain de stigmatisés. On est des gens aigris, on est des gens malheureux, on est des gens insupportables, on est des gens trop moches, on est des gens inintéressants. Et c'est pour ça qu'on est célibataire dans la tête de la majorité, dans le narratif, tu vois, de la société, quoi. Et ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, enfin, pour les célibes et une moins bonne pour les autres, c'est pas vrai. Je suis pas malheureuse. Je suis en manque de rien du tout. Je ne suis pas insupportable puisque les copains qui viennent passer du temps avec moi me disent au contraire que je suis plutôt facile à vivre. Je pense pas être la plus moche de la planète. Quoi d'autre? Je suis pas malheureuse. Je suis pas trop vieille non plus parce que bon bah voilà, il y a des couples qui se forment à tous les âges. Enfin voilà, donc tout ça c'est de la merde. C'est des conneries. Voilà. Donc ces 10 points-là que je viens de mentionner dans cette vidéo m'amènent à 5 conclusions qui, selon moi, et ça n'engage que moi, encore une fois, ne prends pas mes paroles comme une science infuse. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, c'est pas grave. On peut rester copains. Ok? Voilà. Donc selon moi, je ne suis pas du tout contre le couple. Bien que je pense, moi, au stade où j'en suis de ma vie, là, que si je rencontrais quelqu'un, déjà, avant d'en arriver à la conclusion, je voulais dire, rajouter ça aussi, je ne pense pas vouloir vivre avec la personne H24. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue dans mes expériences de couple sous le même toit, et je m'aperçois dans les expériences de mes potes en couple qui vivent ensemble que 90% des prises de tête, c'est pour de la merde. De la merde qui a trait à quoi? À l'intendance du quotidien, les petites conneries de maison, en mode t'as pas fait la machine à laver, t'as pas sorti les poubelles, t'as pas lavé mes fringues, t'as pas fait la vaisselle, c'était ton tour, tu passes ton temps devant la télé, je vais pas tous te les sortir, tu les connais par cœur, tu vois. Donc ça, je pense que déjà ça peut aller beaucoup mieux si chacun il est chez soi, parce que chacun il gère ses affaires. Et je suis aussi pour que chacun gère son financier, tu vois, que tu mélanges pas tout. L'amour, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois mélanger absolument tout ce qui t'arrive dans ta vie avec la personne. Parce que là, pour le coup, ouais, t'es une moitié, ouais. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du couple en mode chacun chez soi, quoi, tu vois. Donc ma conclusion, point numéro 1, je pense qu'avant de pouvoir rencontrer la bonne personne, ce que moi j'appelle, avec qui tu peux peut-être être heureux sur le long terme, et que les sentiments ne vont pas s'étioler comme une peau de chagrin, tu vois, c'est d'apprendre à supporter ta solitude pour qu'elle t'amène à être en complétude avec toi-même. Sois en complétude. C'est-à-dire qu'en fait, ne ressens pas ce manque. Essaye de t'apporter l'amour à toi-même que tu voudrais recevoir de l'être aimé. Ça s'appelle être en complétude. Si tu t'apportes toi-même l'attention, la bienveillance, l'amour à toi-même tous les jours, tu n'auras pas à l'attente de l'autre. Ok? Voilà. Donc tu seras en complétude. Donc ça c'est le premier point. Sois en complétude avec toi-même. Et c'est pas de l'égoïsme, du tout. Hein. C'est du respect de ta personne. Parce que si tu veux qu'on te respecte, déjà commence par toi te respecter, tu vois. Le point numéro 2, c'est justement que ton bonheur ne dépende pas de l'autre. Alors donc du coup, on passe du point numéro 1 qui est la complétude au point numéro 2. Si tu es en complétude, c'est-à-dire que tu es complet. Si tu es complet, ça veut dire que tu te réveilles tous les matins, tu es heureux. Tu ne ressens pas le manque de quelqu'un. Tu es heureux. Voilà.
tu te suffis à ton bonheur, en fait. Donc, que ton bonheur dépende de toi et pas de l'autre. Quand tu as réussi à avoir ce ressenti-là, je pense que tu es sur la bonne voie pour rencontrer la belle personne, la bonne personne. Sinon, si ces 5 conditions-là sont pas réunies, dont je te parle en ce moment-là, à mon avis, tu tomberas toujours sur la personne qui n'est pas en adéquation avec toi. Numéro 3. Numéro 3. Tu vois, lapsus. Numéro 3. Eh ben, bien se connaître soi-même et savoir exactement ce que tu veux va te permettre de cibler, si j'ose dire, quelle sera la personne qui te correspond. Parce que tant que tu n'as pas fait une introspection suffisamment poussée, c'est-à-dire tant que tu n'as pas passé assez de temps seul avec toi-même pour te connaître complètement sur le bout des doigts, savoir exactement qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tes goûts, tes envies, ton caractère, etc., tu ne peux pas savoir si la personne en face que tu vas rencontrer, elle te correspond, puisque tu ne te connais pas. Alors tu te dis, ouais, ça je vais pouvoir le supporter sans problème, parce que je l'aime trop, mais au bout d'un moment, bah, tu l'aimes moins, et bah, tu ne supportes pas, tu vois, tout simplement. Je donne un exemple à la con, que d'ailleurs elle fait un sketch là-dessus, Florence Foresti, qui a ce tort de rire, c'est... tu rencontres le mec, il est musicien, tu kiffes la musique, waouh, putain, super, il est musicien, c'est génial, il joue de la gratte tous les jours, j'adore, et tout ça, machin, et puis au bout d'un moment, et ben avec le temps, putain, mais il n'a pas fini avec son bignou, il me casse les couilles, voilà, tout ça parce que tu te connaissais pas assez pour savoir que oui, t'aimais la musique, mais peut-être pas dans toutes les circonstances, peut-être que quand tu es en train de calculer ta fiche d'impôt, t'as pas envie d'avoir un bignou qui te sonne dans les oreilles, tu vois. Et ça, faut le savoir aussi. Il faut te connaître par cœur. Connaître tes lacunes à toi aussi, connaître ton seuil de patience, connaître tes goûts, connaître tes envies, connaître tes projets, connaître ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et tout ça. Et tant que tu te connais pas à fond, ben, tu peux pas savoir qui te correspond. Et pour te connaître à fond, je suis désolée, mais il faut vivre seul. Voilà, au quotidien. Parce que si tu sors de chez tes parents, tu prends un appart et tu te mets en couple, ben tu étais chez tes parents, quoi. Tu n'avais pas la responsabilité d'un loyer, tu n'avais pas la responsabilité de faire les courses, de faire à manger, de tenir un boulot, de machin. Donc tu ne savais pas le seuil de patience que tu avais, tu ne savais pas les compétences que tu avais, et tu te mets en couple. Tu ne te connais pas, en fait. Tu ne sais pas qui tu es, tu vois. Et tu comptes sur l'amour pour résoudre tout. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Point numéro 4, que l'autre, justement, soit un plus, un ajout, un point ajouté à ton bonheur et pas une condition. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ils vont rencontrer quelqu'un qui va être la cause de leur bonheur. Ben, ça peut pas marcher parce qu'en fait, tu t'imagines la responsabilité que tu donnes à l'autre. La personne doit te rendre heureuse. Waouh, sacrée responsabilité, quoi. Moi, je ne voudrais pas l'avoir. Hein. Si quelqu'un attend après moi pour être heureuse ou heureux, t'imagines, c'est une sacrée mission, tu vois. Donc, non, moi, je ne veux pas compter sur quelqu'un pour être heureux. Je veux être heureuse et que cette personne rajoute à mon bonheur. Mais si elle disparaît demain, je continue à être heureuse. Tu vois, il faut que la personne soit un plus à ton bonheur et pas la cause de ton bonheur. C'est ça la différence. Et je pense que là, on se plante complètement sur l'histoire du couple, quoi. Tu vois, par rapport à ça. Et selon moi, ce point numéro 5 est super important. Alors, ce numéro 4, pardon, est super important. Le point numéro 5 est le dernier, parce qu'il est déjà 39. Faut pas que tu aies peur de la solitude. Je sais que c'est hyper difficile à vivre, la solitude, au début. Et au plus tu la vis, au plus tu vas l'aimer. Mais au début, c'est pas facile. Moi, je te garantis, surtout moi qui ai vécu quand même une grosse majorité de ma vie en couple, justement. Le début de mon célibat, il a été un peu chaotique. Hein. J'ai eu du mal à ne pas avoir peur de ces moments de solitude, de silence face à moi-même. Pourquoi ?
Parce qu'il y a des dossiers que je ne voulais pas ouvrir. En ce qui me concerne. Il y a des blessures que je ne voulais pas ouvrir. Alors, je comblais ce truc-là par le fait de me remettre systématiquement avec quelqu'un après chaque rupture, tu vois. Parce que j'avais peur d'ouvrir certaines blessures. Alors, des blessures, ça peut être des blessures causées par autrui, mais ça peut être aussi des blessures que toi, tu as causées à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en l'occurrence, tu peux avoir aussi des blessures qui sont des blessures de répétition. Donc, tant que tu n'es pas seul face à ces blessures-là, tu ne peux pas savoir, par exemple, pourquoi une personne répète sans arrêt le schéma de rencontrer des pervers narcissiques. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas été fouillée en profondeur en elle-même. Donc, elle ne se connaît pas, je suis désolée, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rencontrer à chaque fois des pervers narcissiques, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus dur, les relations en plus, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu n'aies pas peur de la solitude parce que c'est la seule chose qui va déterminer qui tu es vraiment, qui va te permettre de te connaître à fond. Et sans personne ni condition extérieure. Qui tu es vraiment, toi, face à toi-même. Voilà. Et il n'y a que la solitude pour arriver à savoir qui tu es, selon moi. Tu vois. Quelqu'un qui a vécu chez ses parents jusqu'à l'âge de, allez, on va dire 18 ans, allez. Et qu'à 18 ans, il fréquente depuis l'âge de, je sais pas moi, de 16 ans, un petit copain avec qui il a été à l'école ou une petite copine. Et qui quitte ses parents pour se mettre en couple avec ce même petit copain et puis qui fonde une famille à partir de là, ouf. Je mise pas qu'ils vont finir leur vie ensemble dans le bonheur le plus total. Alors peut-être qu'ils vont s'obliger pour les enfants, pour le qu'on-dira-t-on, pour la famille, pour je ne sais quoi, à rester ensemble. Mais je suis pas persuadée qu'ils soient complètement heureux et épanouis. Et moi qui ressens beaucoup les vibrations des gens, je vois plein de gens autour de moi qui sont en couple, qui essayent de me faire croire qu'ils sont heureux, qui essayent de se faire croire à eux qu'ils sont heureux, qui essayent de faire croire à toute la famille, à tout l'entourage, à leurs enfants, à tout le monde qu'ils sont heureux, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Voilà. Donc, la conclusion ultime de ces 5 conclusions, c'est bien évidemment que je ne suis absolument pas contre le couple et pour rester célibataire, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Je suis juste en train de dire que moi, personnellement, je suis dans une phase de ma vie où je ne veux pas être en couple tant que je ne me suis pas explorée à fond dans tous les recoins de ma tête, de mon subconscient, de ma spiritualité, de tout ça et que je ne me connais pas par cœur. Tant que je n'ai pas non plus décidé fermement tout ce que j'acceptais et tout ce que je n'acceptais pas dans la vie, et tant que bon alors ça, je suis fidèle à mes convictions, mais voilà, tant que je ne suis pas prête à être, quoi qu'il arrive, fidèle à mes convictions, tu vois, voilà. Et ça, c'est quand même un long chemin qui, selon moi, je suis désolée, vous le prenez comme vous voulez, doit se faire seul. Parce que pourquoi? Parce que dans la vie, tu nais seul, tu meurs seul. Et je pense que même si tu peux faire un bout de chemin sur cette terre avec quelqu'un, pour le réussir du mieux possible, il faut que tu te connaisses à fond. Et je pense, sincèrement, que quand tu es arrivé au point où tu te connais vraiment à fond toi-même, que tu es en complétude totale avec toi-même, et que tu es heureux tout seul, à ce moment-là, tu vas rencontrer une personne qui va être exactement comme toi, c'est-à-dire qui va se connaître à fond, qui va s'aimer, qui va prendre soin d'elle, qui ne comptera pas sur personne pour son bonheur parce qu'il sera déjà heureux. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas 2 moitiés qui vont former une entité, mais ce sera 2 entités qui vont fusionner. Et pour la sexualité, c'est pareil.
Pour la sexualité, c'est exactement la même chose. Moi, je suis pour les deux entités qui fusionnent. Et pas pour une entité qui se complète avec une autre entité. C'est pas vrai. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est mon avis à moi. Alors, je suis bel et bien tout à fait consciente que je vais à l'encontre de tout ce qu'on vit depuis toujours, quelque part, tu vois. Depuis que l'homme est l'homme. Enfin, depuis que l'humain est humain, et que c'est devenu normal, et que tout le monde essaye, mais que pas grand monde réussit quand même. Hein. Moi, j'en connais très très peu qui sont honnêtement, vraiment, en se regardant dans la glace, peuvent dire qu'ils sont complètement heureux, épanouis, à tous les niveaux, en couple, sur le long terme. Voilà. Donc tout n'est pas perdu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si tu es en couple, eh ben, j'espère pour toi que tu es tombé sur la bonne personne. Et je pense quand même que je vous conseille, ceux qui sont en couple, de vous laisser la liberté quand même suffisante, enfin de laisser la liberté suffisante à l'autre pour essayer de se trouver, hein, que chacun se trouve, que chacun se connaisse bien, tu vois. Donc ça veut dire arrêter d'imposer des choses quand la personne a besoin de solitude et de rester seule. Surtout, par pitié, respectez-la. Respectez que votre partenaire ait besoin d'être seul pour des introspections et pour des mises au point, des mises à jour de lui-même en fait. Voilà, ça c'est pour les couples. Quant aux célibataires, arrêtez de penser que vous êtes des tares de la société, c'est faux. Vous avez une force incommensurable et chaque jour de célibat en plus renforce cette force que vous allez avoir, parce que à l'issue de ça, si vous n'avez pas peur de trifouiller au fin fond de votre âme et de vos blessures, vous allez devenir mais plus forte que jamais. Et enfin prête à rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire. Voilà, voilà, je vais arrêter là la vidéo. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et ouais, on est déjà à presque 50 minutes. Donc elle a été très longue, mais ça valait la peine parce que c'est au nom de l'amour quand même. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet qui sera toujours quand même plus ou moins empreint d'introspection et de spiritualité pour qu'on arrive à créer un nouveau monde. Fêtez ça bien. Des bisous.